Au paradis. Votre actualité, c'est dans Œil de Lynx. Bonjour à toutes et à tous, merci de préférer Lynx FM 91.00, la radio qui perce le cœur de l'actualité. Bienvenue dans Œil de Lynx, votre émission de débat et d'analyse sur l'actualité d'ici et d'ailleurs. Nous sommes mardi 16 octobre 2018. En Guinée, cette actualité reste dominée par la mise en place des exécutifs de communes. Lundi 15 octobre, l'installation du maire de la commune urbaine de Kindia n'a pas respecté l'esprit de l'accord du août 2018 en lieu et place du candidat du parti UFDG, c'est Mamadouba Bangoura du parti UDG qui a été désigné maire. Le vote s'est déroulé en l'absence des conseillers du parti UFDG qui auraient été chassés de la salle de délibération. L'élection a été suivie d'incidents. La ville de Kindia est encore sous tension en prime time. Nous reviendrons sur le déroulement de ces événements avec Abdoulaye Ba, candidat malheureux, si on peut l'appeler comme ça, du parti FDG pour briguer la commune de Kindia. Également, nous aurons en ligne Sekouma Traoré. Il est membre de la fédération RPG Arc-en-Ciel de Kindia. Dans un autre registre, nous parlerons des violences faites aux femmes et des pratiques néfastes affectant leur santé. En Guinée, selon des statistiques, 97% des femmes ont subi des mutilations génitales, une pratique pourtant interdite par la loi. Pour lutter contre ce fléau, l'État et les ONG ont mis en place plusieurs initiatives. Selon les estimations de l'OMS, entre 100 et 140 millions de filles et de femmes dans le monde ont subi une mutilation génitale. En Afrique, on estime que 3 millions de filles par an risquent de subir ce type de mutilation. Pour en parler, nous recevons à nouveau Dr Maurice Sanda Kouyaté. Il est le directeur exécutif du comité interafricain sur les pratiques affectant la femme et l'enfant. Il est récipiendaire du prix de réussite de la vie par les organisations internationales de défense des droits. Bonjour Dr Kouyaté. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir dans Œil de Lynx. La technique assurée par Mamadou Touré, Fatoumata Boy Baldé, réalisation Tchernal Faibrema Baldé, Aboubakri Azokaba, l'animation. Merci, on se retrouve dans une poignée de secondes. Œil de Lynx. Dr Maurice Sanda Kouyaté, directeur exécutif du comité interafricain sur les pratiques affectant la femme et l'enfant, avec nous dans Œil de Lynx. Vos SMS au 669 911 911 et retrouvez-nous sur facebook.com/aidelynxfm. Lelynx.net, guinédirect.org. Vous suivez Œil de Lynx en Zérécoré sur Liberty 101.7. Œil de Lynx au cœur du pays. Pour être au cœur de l'actualité guinéenne, lisez www.guinédirect.org. Dr Maurice Sanda Kouyaté, directeur exécutif du comité interafricain sur les pratiques affectant la femme et l'enfant, avec nous dans Œil de Lynx. Il est récipiendaire du prix de réussite de la vie par les organisations internationales de défense des droits. Aboubakr. Alors peut-être pour commencer, vous avez écouté avec nous ce qui se passe à Kindia. On a eu les deux camps. Alors quel est votre regard par rapport à ce que vous venez d'entendre? Mais d'abord, je dois encore une fois, il faut le faire toujours, remercier votre station Lynx FM et même sa version papier, parce que Lynx a toujours accompagné le combat que nous avons mené pour la lutte contre les pratiques qui affectent la santé des femmes et des enfants. Depuis longtemps, depuis très longtemps, vous nous accompagnez et c'est toujours un plaisir pour moi d'être ici, dans ce studio, et surtout de vous rencontrer, vous deux, que je considère comme des amis et au-delà de ça, même des collègues de combat pour cette cause. Encore une fois, merci beaucoup. Ce que je viens d'entendre est simplement ahurissant. D'abord, je voudrais dire pourquoi je suis en Guinée. J'aimerais bien dire ça parce que ça peut peut-être camper mieux ce que je vais dire. Je suis arrivé en Guinée sur ma propre initiative parce que j'ai vu à la télévision, j'ai lu sur les réseaux sociaux, j'ai vu que Madame Moussa Yero,
Ba, que je connais très bien, mais que j'ai rencontré pour la première fois quand je suis arrivé cette fois-ci. Je ne l'avais jamais vu physiquement. Mais j'ai vu sur les réseaux sociaux et j'ai regardé à la télévision, j'ai vu qu'elle était devant le tribunal. Et pourquoi? Parce qu'elle cherche à défendre une fillette, je dis bien fillette, parce qu'elle est mineure, qui aurait été victime de violences domestiques et qui serait même partie en prison en état de grossesse. Madame Moussaïro Ba, qui a un agrément pour sa structure, pour son organisation, donc un papier officiel du gouvernement guinéen, pour défendre ces cas pareils, se retrouve avec ce papier officiel, donc jouant son rôle de défenseur des droits des filles, elle se retrouve devant le tribunal. On dit non, elle a violé la loi parce qu'elle a cherché à défendre cette fille. Et après, on parle de dénonciation calomnieuse, ceci, cela. Mais elle n'a fait que jouir de son droit d'exercer la vocation qu'elle s'est donnée volontairement et qui a été acceptée par le gouvernement guinéen à travers un agrément. Donc quand j'ai vu ça, j'ai dit mais c'est le monde à l'envers. C'est-à-dire, c'est celle qui défend qui se retrouve au tribunal. Et la personne qui aurait dû être au tribunal est ailleurs. Donc j'ai trouvé ça vraiment comme un poignard dans le dos. Et moi je suis très heureux de voir que, au lieu que ce soit nous qui venions pour dire Dr Kouyaté défend les femmes et tout, la meilleure défense des femmes, c'est les femmes elles-mêmes. Quand je vois une femme comme Mme Yeroba, comme d'autres, il y en a plein ici, hein, qui disent nous voulons nous défendre nous-mêmes, défendre les filles. Et au lieu de leur donner des médailles, nous venons de fêter notre accession à l'indépendance, 60e anniversaire. Moi, je m'attendais à voir des dames comme Mme Yeroba avoir des médailles pour dire vous faites un bon travail. Mais au lieu de ça, je la vois devant un tribunal. Donc, je ne pouvais pas dormir. Je n'ai pas dormi. J'ai décidé de venir ici. Je ne veux pas m'interférer dans un système judiciaire. Rien. Il faut rappeler que le dossier a été renvoyé devant la Cour constitutionnelle qui doit statuer dans les 15 jours pour voir est-ce que les cas de diffamation ou de... Puisqu'il y a une loi aussi sur la presse qui dépénalise un peu les faits. Encore une fois, je rappelle que cette dame a un agrément pour défendre les filles et les femmes. Elle a un agrément pour ça. Voilà. Donc, on a tout mélangé, parce que les journalistes aussi, tout a été mélangé pour la bloquer. Et curieusement d'ailleurs, il y avait, au moment où elle passait devant le tribunal, il y avait une épidémie de convocation de journalistes. Au même moment, il y avait des confrères de Nostalgie qui étaient devant la donc c'est curieux, c'est curieux. D'un côté, c'est curieux. De l'autre côté, vous aussi, les journalistes, ça va vous donner un peu, ça va vous mettre la puce à l'oreille pour que votre corporation soit un peu décantée, que ce soit des journalistes professionnels qui sachent jusqu'où on peut aller dans un débat, là où on ne peut pas aller, quelle est l'offense, comment on peut éviter de violer les droits des personnes. Alors, donc, je suis venu, pas pour m'interférer dans le processus, mais je suis venu me mettre devant les Guinéens pour dire que cette femme que je vois physiquement pour la première fois ne méritait pas d'être au tribunal. Elle mérite d'être sur un podium pour recevoir un prix parce qu'elle a défendu une fille. C'est pourquoi je suis venu. J'ai rencontré Mme Yeroba. C'était un grand honneur pour moi, un grand plaisir aussi. Et je suis venu au tribunal. Et quand on est venu, le brillant avocat, jeune avocat, M. Béavoudi, maître Béavoudi, a démontré par A plus B qu'elle ne devrait pas être là. Donc, il a démontré ça. Et il a dit, bon, alors si c'est comme ça, allons à la Cour constitutionnelle. Donc le cas est maintenant à la Cour constitutionnelle. C'est pourquoi je suis venu en Guinée. Pour montrer que... Votre solidarité... Voilà. Maintenant... Revenons, on va revenir sur ces défenses des droits des femmes, mais le dossier politique... Maintenant, j'ai écouté la situation
dont vous avez parlé, et puis vous avez appelé les deux camps, un de RPG, un de l'UFDG, le maire et tout. Je vais vous dire la vérité. Moi, je suis gêné et j'ai honte. Vraiment, j'ai honte pour mon pays. Vous savez, dans les débats ici, je le remarque, je vous suis, hein, dans les débats ici, quand les hommes politiques viennent chez vous, ils vous disent, aux États-Unis, en France, le Parlement français, mais ce n'est pas à ces gens-là qu'on doit se comparer. Ceux qui ont 200 ans de démocratie derrière eux, ce n'est pas à eux du tout qu'on doit se comparer. Vous savez à qui on doit se comparer? On doit se comparer au Mali, au Sénégal, à la Côte d'Ivoire, au Libéria, à la Sierra Leone. Parce qu'on a presque le même passé. J'ai entendu un ministre dire l'autre jour, ah non, on nous a classés parce que les conditions de mesure n'étaient pas les mêmes et tout ça. Bon, alors, donc, allons au niveau africain. Alors, je vais vous dire une chose. Le samedi passé, la Côte d'Ivoire a voté. La Côte d'Ivoire a fait 2 votes. Les communales et les régionales. Les communales et les régionales. Le samedi. Le dimanche, la Côte d'Ivoire a donné les résultats. Il y a eu 4 morts. C'est dommage, 4 morts. Mais il y a eu 30 000 militaires et policiers dans la rue pour défendre la loi. Le vote a eu lieu. Les résultats ont été donnés. Ils ont fini en 48 heures ce que nous sommes en train ici de tripatouiller en 8 mois. C'est une honte pour notre pays. Maintenant, ce que j'ai entendu là. Vous avez 2 mots en Guinée qui sont totalement galvaudés. Quand je les entends, je suis triste. Dialogue et accord. Mais vous savez quelle est la différence entre accord, dialogue et la loi? Vous savez, je l'ai dit ici, quand je suis passé dans votre émission. La dernière fois, oui. Je vous ai dit que la Guinée n'a besoin ni d'eau, ni d'électricité. Je vous l'avais dit. Oui. Je dis que la Guinée a besoin d'avoir de loi. Je vous l'ai dit ici. Des lois à faire et à respecter. Les lois sont là déjà. Vous m'avez posé l'application. Vous m'aviez posé la question, pourquoi la lutte contre les MGF, les mutilations, ça n'avance pas, docteur? Vous avez fait 34 ans là-dessus, ça n'avance. Je vous ai dit, c'est la loi qui manque. Je vous l'ai dit, non? Absolument. Bon, maintenant, cette loi vient à ce niveau-là. La différence entre dialogue, accord et la loi, vous savez quoi? Une loi vous dit, celui qui fait ça, il est puni de tel ou de tel. S'il n'est pas d'accord, il va là. Si eux ils ne tranchent pas, il va de ce côté. On peut lui donner même 3-4 recours dans la loi parce que c'est pensé, tout est écrit, c'est là. Mais dialogue et accord, il n'y a pas de recours. Vous dites, bon, accord. Si l'accord ne marche pas, qu'est-ce qu'on fait? Personne ne pose la question là. Si le dialogue ne marche pas, qu'est-ce qu'on fait? Non, rien. Donc, ils sont pris à leur propre piège. Je vous assure, nous devons, la classe politique guinéenne doit avoir pitié de la Guinée. Rien que comparer, que écouter sur les ondes internationales, dire la Côte d'Ivoire a fini ses élections dans les 48 heures et la Guinée est en train de les gens sont en train de s'insulter, de se barricader, de se cogner. Et ça, si on continue comme ça, je crois que c'est le hacker qui va balayer tout le monde. Et ce que je voudrais ajouter à cela, j'ai entendu tout à l'heure quelque chose de très grave. Vous savez, j'ai fait un discours au palais le 11. Personne ne l'a fait passer. Le 11 de ce mois? Le 11 octobre. Le 11 octobre. Au palais du peuple? C'était quoi? Le 11 octobre, j'ai fait un discours parce que c'est Madame la Première Dame qui était l'invitée spéciale de la journée de la jeune fille. Et c'était organisé par le ministère de l'Action sociale, un ministère qui se bat très bien, des gens dynamiques, et il y avait la Première Dame qui elle-même est venue. Elle a supervisé ça. On m'a donné la parole. Je leur ai dit, merci de m'avoir invité comme directeur exécutif du comité interafricain, mais laissez-moi vous parler comme Guinéen. J'ai pris des exemples. J'ai dit, écoutez, on parle de jeunes filles, c'est la journée internationale jeunes filles de Guinée. Vous êtes dans la salle, oui. Regardez le modèle que vous devez prendre. Le modèle que vous devez prendre, c'est Binta, première femme pilote de la Guinée. Et elle pilotait l'hélicoptère dans lequel se trouvait le président de la République de Guinée.
Si c'était aujourd'hui, on demandait aujourd'hui à une Binta de prendre le président Alpha Condé dans l'hélicoptère, les gens vont lui dire, ah, c'est une peule, si elle te prend, elle va faire écraser l'hélicoptère avec toi. Mais eux, ils n'ont pas parlé d'ethnie à ce moment-là. On n'a pas parlé de ça. Je dis, votre modèle, c'est Mafori Bangoura. Votre modèle, c'est Jean-Martin Cissé. Mettez-vous en marche et combattez l'ethnocratie dans ce pays. Je l'ai dit. Je dis d'ailleurs, moi, c'est quelque chose que je n'emploie pas. Et dans mon discours, je dis, quand je vais finir ici, j'irai me brosser 3 fois les dents pour me sortir ce mot ethnie. Vous savez, les femmes de Kouroussa m'ont choisi comme leur père. C'est traditionnel et tout ça. Mais je leur dis, attention, le fait de dire seulement les femmes de Kouroussa, ça crée problème déjà. Faites-en une ONG. Nous en avons fait une ONG parce que je ne voudrais pas nager dans ça. Et aujourd'hui, c'est l'ONG la plus dynamique de Kouroussa. C'est cette ONG des femmes volontaires de Kouroussa et pilotée par le Dr Dioran Keta qui est en train de faire du miracle à Kouroussa. Donc, vraiment, c'est une honte pour nous. Et ce qui est en train de se passer, ces gens-là ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. C'est simple, c'est clair, c'est net. Il y a une loi, on l'applique, on vote, on compte, et puis on déclare. Et puis ce sont des communales. On déclare qui a gagné quoi, on affiche le même jour, les gens photographient et c'est terminé. Alors si vous allez vous mettre dans un coin, et le proverbe qui dit qu'il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir abattu, c'est ce proverbe-là. Des gens ont voté, ils sont chez eux et ils vous voient à la télévision en train de dire non, ce que tu as pris là-bas comme vote, c'est pas ça qu'on considère. Entre nous ici, on s'est retrouvés dans un salon pour que ta voix soit donnée à ton adversaire. Mais c'est une insulte. Et donc les gens n'acceptent pas. Ils n'accepteront pas. Et maintenant, ça va créer des tensions énormes entre les populations. Et je pense que vraiment, ce qui est en train de se passer en Guinée, ça doit nous interpeller, ça doit donner un sursaut à tous les patriotes guinéens pour que, au moins, on respecte la loi. Et comme on va commenter un peu, là, vous avez dit qu'on va commenter l'actualité, ça me permettra aussi de parler même de la grève des enseignants. Allez-y, on allait en venir parce que depuis 1 semaine, 2 semaines maintenant, les enfants ne vont pas à l'école. Et ceux qui fréquentent trouvent des enseignants qui n'ont pas le niveau. La loi. Vous savez, quand on fait quelque chose, on doit rester dans le cadre de la loi. Oui. Dura lex, sed lex. Encore, ce qui se passe là. Encore dialogue, accord. Les enseignants se sont révélés. On a dit, bon, venez, dialogue. Ils ont fait dialogue, ils ont fait accord, et puis ils ont mis sur un papier 8 millions. Mais ceux qui ont mis 8 millions, sur le papier là. Et le Premier ministre Kassory le disait l'autre jour. Il dit, c'est pas moi qui l'ai mis. Il dit, mais je vais me conformer, mais je ne peux pas le faire. Il dit, si j'étais là, je n'allais pas accepter. Des gens mettent comme ça, parce que c'est un accord, parce qu'ils veulent se sortir de cette situation. Ils disent 8 millions. Bon, pas grave, ils signent ça. Et les autres aussi croient à cela. Comment on peut croire à ça? Est-ce qu'on peut être un enseignant de ce niveau-là, connaître, parce qu'ils disent qu'ils ont regardé le budget de la Guinée, ils connaissent et penser qu'on peut leur donner 8 millions à eux comme salaire de base, même si c'est négociable. Donc, encore, on revient dans les histoires de dialogue et d'accord. Vous savez, il y a une étude sérieuse qui a été faite dans le leadership, pour le leadership, par Stephen Coven, qui dit que chaque leader tend vers son niveau d'incompétence. Tous les leaders doivent comprendre ça. Quand vous êtes leader, aujourd'hui, Aboubakr, vous êtes journaliste ici. On dit, ah, mais Aboubakr est bien, et Azoka est bien. Ils sont bien, là, ils font. Alors, on va les nommer directeurs de la radio. Dès qu'on vous met directeur de la radio commence à chuter. Je dis, mais pourtant, ils étaient bien. Parce que votre niveau d'incompétence, c'est là-bas. Absolument. Vous pouvez monter dans une hiérarchie de leadership jusqu'à un niveau. À un niveau donné, vous devez vous arrêter. Ouais. Alors, c'est ce qui est arrivé aux enseignants. Quand ils ont dit, levez-vous, tout le monde s'est levé. Alors, le niveau d'incompétence, c'était les 8 millions. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est que tout le monde doit revenir autour de cette table pour qu'il n'y ait pas humiliation. Pour qu'il n'y ait pas d'humilier. On voit le faisable, quoi. Le Premier ministre dit, il ne peut pas. Jusqu'en 2020 même, il dit, il ne peut pas. Je vais vous dire une chose.
Je vais vous dire une chose sur Kassori, le Premier ministre Kassori. Je vais vous dire quelque chose. J'ai écouté toutes les interviews en Guinée ici. Je n'ai pas vu un seul homme politique guinéen qui critique Kassori. Ils sont tous unanimes à dire qu'il n'est pas ethno. Je n'ai pas vu un seul. Il est pour le meilleur, toujours. La qualité. Puis, quand vous posez la question, ils disent moi c'est mon ami. Moi c'est mon ami. Moi c'est mon ami. Moi c'est mon ami. Donc, c'est leur ami. Personne ne le critique. Et puis c'est cet homme-là qui fait un consensus. Alors, c'est pas moi qui lui donne le consensus. Mais vous, les journalistes, vous savez bien ça. C'est cet homme-là qu'on amène à la primature. Alors donc la Guinée devrait profiter au moins de ça pour pouvoir avoir une accalmie. Sauf que depuis que cet homme est là, on va de crise en crise, Dr Maurice Sanda. Et alors lui il vient... Il a augmenté le prix du litre de 8 000 à 10 000. Et lui vient... Attendez. Les enseignants je ne défends pas Kassori. Hein. Donc il y a ce problème-là Je ne défends pas Kassori. Je suis en train non, je n'ai pas dit que vous je suis en train de le camper. Si vous avez... Avant l'arrivée de Kassori comme Premier ministre, le ministre du budget sortant a dit nous allons augmenter le prix du carburant. Il l'a dit. Et tout le monde a crié. C'était pour satisfaire aux revendications des enseignants. Les gens ont dit mais pourquoi? Ses collègues même ont dit si tu dis ça, tu vas quitter le gouvernement. Pourquoi tu as dit ça? Il ne fallait pas dire ça. Non. Alors le pauvre Doumbouya, il l'a dit. Donc la décision a été prise avant l'arrivée du gouvernement Kassori. Voilà. Donc il vient, il a appliqué. Et les gens sont sortis. 8 000 c'est bon. 8 000 c'est bon. Ils se sont bagarrés, ils se sont insultés encore, la société civile, ça. Et finalement c'est resté là. Ce qui est en train de se passer, puisque personne, tout le monde nage dans les accords et les dialogues. Les dialogues et les accords. On ne fait plus de loi, on a oublié la loi. Et moi, ça me fait mal parce que ça va piétiner même notre combat contre les mutilations génitales féminines, contre les mariages d'enfants et tout. Docteur Maurice Sanda Kouyaté, directeur exécutif du comité interafricain sur les pratiques affectant la femme et l'enfant, avec nous dans Œil de Lynx. Aboubakar. Alors, comme je disais, vous êtes un haut cadre qui lutte contre les violences faites aux femmes. Vous l'avez dit aussi, en Guinée spécialement pour apporter votre soutien à Moussa Hiro, la journaliste, poursuivie pour diffamation. Peut-être pour commencer, expliquez-nous un peu le sens de votre combat depuis la jeunesse, depuis le CPTAF, si je comprends bien. Comment êtes-vous entré dans cette lutte et où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Moi, je suis rentré dans ce combat un peu par hasard, à Tougué, en 1983. Vous étiez médecin à l'époque? J'étais médecin, j'étais directeur de l'hôpital de Tougué et médecin-chef. Pour faire court, je reçois dans mon hôpital, jeune médecin à l'époque, je reçois dans mon hôpital 2 jumelles, Assanatou et Ousenatou, de 12 ans, en train de saigner des suites d'une excision, d'une mutilation génitale féminine. Alors, en tant que directeur de l'hôpital et médecin-chef, j'ai mobilisé tout l'hôpital pour les sauver. Malheureusement, les 2 filles sont mortes d'hémorragie. Et c'est ça, moi, qui m'a engagé. Et c'est cette image-là qui me poursuit. C'est cette image qui me fait courir jusque dans la tombe. Et je suis en train de finir mon livre actuellement. Et le titre du livre, c'est « Mission pour des jumelles ». Alors, je suis arrivé comme ça. J'ai fait un pamphlet, j'ai écrit contre les mutilations génitales féminines. À ce moment, on disait circoncision féminine. Et c'est avec le cœur que j'ai écrit tout ça. C'est ce texte qui est arrivé au niveau de l'OMS. Et l'OMS m'a convoqué à Genève pour dire « Ah, vous êtes très bien, vous luttez contre les mutilations génitales féminines. » Moi, j'ai dit « Non, moi, je ne lutte pas contre les mutilations génitales féminines. J'ai reçu des jumelles qui sont décédées. Ça m'a choqué. Et j'ai écrit ce pamphlet pour dire que vraiment, ce n'était pas une bonne pratique telle qu'elle est exercée comme ça. Alors, c'est eux, c'est l'OMS qui m'a montré maintenant des choses pour dire non, mais les mutilations génitales féminines, c'est contre, c'est anti-santé, c'est anti-médical, c'est tout. Et bon, on m'a tout montré. Et puis, j'ai dit, mais et la religion, on m'a dit, ça n'a rien à voir. Donc, finalement, je me suis engagé dans le combat. Et nous avons créé le comité interafricain à Dakar en 1984. Et puis ensuite, CPTAF ici, avec ma soeur Adja Maria Diallo. Est-ce que vous avez le sentiment que votre message là progresse?
le message progresse très bien. La preuve, Moussa Yero se bat contre ça. Il y a des filles qui sont là aujourd'hui, qui ont créé des clubs, des jeunes filles de 12 ans qui, quand elles savent qu'il y a une... précoce, les Kadiatou Konaté. Elles appellent la police directement. Elles font tout. Donc, pour moi, vraiment, on a réussi. Pour moi, c'est la réussite, ça. Parce que ce n'est pas une gloire personnelle de dire il défend les femmes, il défend les femmes. Non. L'objectif ultime, c'est que les femmes soient laissées intactes, comme ça, telles que Dieu les a créées. Et aujourd'hui, on voit que les filles se défendent elles-mêmes, les femmes se défendent elles-mêmes, s'organisent elles-mêmes pour mettre fin à ces pratiques. Donc pour moi, ça a marché. Mais encore une fois, la loi, toutes les lois que nous avons prises ici, malgré l'intervention du chef de l'État, le président de la République, qui s'est impliqué dans la lutte contre les mutilations génitales féminines et dans la lutte contre les mariages d'enfants. Malgré tout cela, avec l'existence de la loi, les gens viennent à la radio, à la télévision, pour dire tout ce qu'ils racontent, ce sont des sottises, passez-moi l'expression, mais nous allons le faire. Et personne ne les punit. Personne ne porte plainte. On est prêt à porter plainte contre Moussa Yerouba, parce qu'elle défend une femme, mais personne n'est prêt à porter plainte contre les violeurs, ou bien en tout cas un imam qui viendrait dire que tout ça, c'est du n'importe quoi, continuer à mutiler les filles, ou bien continuer à les marier précocement. Alors, quelles sont les statistiques dont vous disposez aujourd'hui dans la lutte en termes de mutilation génitale féminine? Aujourd'hui, ce qui est vraiment important, intéressant, c'est que, et je le dis toujours, nous avons 29 pays en Afrique qui sont frappés par les mutilations génitales féminines. 29 pays. Dans tous ces 29 pays, la tendance est à la baisse, si on peut dire globalement. Il y en a qui sont passés de 3 points à 7 points, il y en a qui sont passés de 0 points à 10 points en termes de réduction de la prévalence des mutilations génitales féminines. Et en Guinée, on parle toujours de 97%, mais d'après les échos que j'ai, ce n'est pas encore officiel, je le laisserai, les dernières statistiques montrent qu'il y a eu une forte réduction de la prévalence. Mais nous gardons toujours la deuxième place après la Somalie. Nous sommes toujours malheureusement deuxième. Nous sommes toujours deuxième avec ces 97% que nous tirons là, après la Somalie. Et c'est encore vraiment gênant pour notre pays, après avoir donné tout ce que nous avons fait. Et je dois le rappeler, le 28 septembre passé et le 2 octobre passé, on a montré aux jeunes ici que la Guinée, ce n'est pas ce pays noir, ce pays rebelle, qui n'est bon à rien, qui ne donne que des mauvais exemples, parce que c'est ce qu'on a voulu nous faire comprendre ici, quand ils ont pris leur armada pour dire mémoire collective, violence en Guinée de 1954 à 2009, pourquoi ils ne sont pas venus en 2017, pourquoi ils ne sont pas venus en 2018. Tout ça, c'était une combine pour essayer de tromper les jeunes, pour essayer de leur dire, vous vivez dans un mauvais pays, c'est un pays de rebelles, c'est un pays qui a été sanctionné, c'est un pays qui a échoué, alors c'est un pays qui n'a que de la violence dans ses mémoires. C'est ça qu'on a voulu inculquer dans la tête des jeunes. Et malheureusement, ils n'ont pas réussi parce qu'il y a eu un sursaut national, les gens ont dit non, et nous avons fêté les 2 dates symboliques de notre indépendance, et nous avons dit non à ce torchon qu'on a amené ici pour dire mémoire collective. Docteur Maurice Sanda Kouyaté, directeur exécutif du comité interafricain sur les pratiques affectant la femme et l'enfant avec nous dans l'œil de Lynx. On rappelle qu'il est récipiendaire du prix de réussite de la vie par les organisations internationales de défense des droits. Et maintenant, la parole à nos auditeurs sur Facebook et par SMS. Si vous venez de nous prendre en marche, vous êtes bien sur Lynx FM 91.00 et nous recevons dans l'émission de Lynx Dr Maurice Sanda Kouyaté, directeur exécutif du comité interafricain sur les pratiques affectant la femme et l'enfant. Aboubakar. Alors, vous le dites souvent, hein, malgré les efforts qu'on fournit par-ci et là, c'est pas en Guinée seulement, la pratique encore, elle existe, il y a des poches de résistance, il y en a qui ont leurs fillettes, par exemple, qui ont l'âge de 4 ans, 5 ans, et comment se comporter, parce qu'on sait souvent qu'on subtilise les filles à l'insu des parents, surtout du papa, et puis on l'envoie au village, et puis on vous met devant un fait accompli. Alors quel conseil donnez-vous aux parents
dont les filles sont dans cette période-là. Comment protéger leurs filles? Alors, d'abord, je vous ferai remarquer que nous sommes dans un système de patriarcat. Ça, c'est important. Ce sont les femmes qui prennent la décision officieusement et c'est les hommes qui sont chargés de parler des décisions officiellement. C'est ça le patriarcat. C'est-à-dire que c'est l'homme qui est le porte-parole officiel et c'est dommage. Alors si c'est l'homme qui est le porte-parole officiel, si c'est lui le chef de famille, si c'est lui qui va chercher, comme on dit ici, la dépense pour la famille, donc tout le monde le respecte. Quand il dit non, c'est non. Quand il dit je ne veux pas ça, on ne le fait pas. Il y a des chefs de famille qui disent à leur femme ou à leur... je ne veux pas voir telle personne chez moi. Parce que son comportement n'est pas bien. Et le chef de famille tient à ce que cette personne ne vienne pas à la maison. Là, il s'impose. C'est la même chose. C'est le chef de famille qui doit dire, écoutez, ma fille ne doit pas être touchée. Si quelqu'un la touche, là, cette personne aura affaire à moi. Une fois qu'il a été clair et net, au moins, à 80%, les gens vont avoir peur. C'est déjà protéger sa fille à 80%. Et j'ai vu une femme, je vais vous donner un exemple, qui est d'ailleurs un mauvais exemple, mais je dois le donner quand même. Et on m'a parlé d'une femme qui a dit, elle était assaillie, elle était cernée. On voulait coûte que coûte exciser sa fille. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait quelque chose d'efficace mais de très mauvais. Elle prend sa fille, elle vient, elle s'arrête. Elle dit, vous voyez ma fille, oui. J'ai compris que la famille veut l'amener pour l'exciser. Mais si vous l'excisez, je prie Dieu qu'elle meure dans vos mains là-bas. La fille est innocente, on ne peut pas souhaiter qu'elle meure. Oui, sincèrement. Mais ça a tellement effrayé les gens. Et personne ne va, personne. Les gens ont dit, moi je veux pas toucher. Les vibrations négatives. Bon, c'est pour vous dire que devant l'impossible, les gens même inventent ce qui n'est pas bon. Mais pour protéger. Mais quand vous voulez vraiment protéger votre fille, vous devez être clair et net. Ne pas dire c'est la Je souhaiterais, hein, oui. C'est bien toujours, c'est pédagogique, de rappeler à toutes ces femmes, ses sœurs, ses cousines, ses tantes, qui mijotent l'idée de voler un jour cette fillette pour l'amener à l'exciseuse, rappeler les conséquences de l'excision. Vous savez, d'abord je vous ai dit que je suis arrivé dans ce combat par la mort de 2 fillettes. Quand une fille de 13 ans, de 12 ans, de 11 ans, 9 ans, meurt, c'est dire que si l'excision peut amener jusqu'à la mort de l'excisé, ça veut dire que c'est la conséquence la plus grave déjà. Mais comme je le dis toujours, le grand problème que nous avons avec ces mutilations génitales féminines, c'est qu'elles sont découplées entre leur origine et leurs conséquences. Au moment où on fait l'excision, on danse, on partage les gâteaux, on mange bien, le riz et tout, on a oublié. Après 10 ans, la fille va chez son mari, elle est là, elle a des problèmes à l'accouchement, elle a de l'hémorragie, elle a la dyspareunie, je n'aime pas les mots rébarbatifs, les difficultés d'avoir des rapports sexuels avec son mari, elle ne s'entend plus avec son mari parce qu'elle a des cicatrices qui ne lui permettent pas de consommer très bien le mariage et tout. Tout ça, son foyer commence à se disloquer, mais on a déjà coupé cela de l'origine des mutilations génitales féminines. Et l'infection qui advient généralement dans les mutilations génitales féminines, cette infection peut affecter l'organe reproducteur de la fille et la fille peut ne pas avoir d'enfant. Elle peut être stérile et ne jamais faire d'enfant. Ça, c'est aussi un grave problème. Alors, ces conséquences-là, qui viennent perturber la vie normale de la fille et qui viennent aussi perturber la vie normale même du couple, ces perturbations proviennent des mutilations génitales féminines, mais généralement on les découple Parce que ça fait 10 ans déjà. Ça fait 10 ans, tout le monde a oublié. Et généralement c'est l'exciseuse qui a coupé la fille, qu'on va encore solliciter pour lui demander de faire tout, de jeter les courriers pour qu'elle ait un enfant. On sait aussi que l'excision est une pratique, est une activité génératrice de revenus. Comment inverser cette tendance? Comment faire en sorte que ceux qui s'adonnent à cette pratique-là pour des besoins purement pécuniaires
puissent être orientés vers d'autres sources de revenus. MUFA. Je prendrai un exemple, les MUFA. Voilà. Vous savez que il y a une initiative ici, une initiative du président de la République et du professeur Alpha Condé qui s'appelle MUFA, la mutuelle africaine. Où, je l'ai dit aussi, personne n'a repris. Je l'ai dit aussi dans mon discours du palais, le 11 octobre. Personne n'a repris ça non plus. Parce que j'ai l'impression maintenant que, généralement, on ne reprend pas quand les vérités sont crues ici, on ne les reprend pas du tout. J'ai dit ça aussi. Avant, quand nous faisions les activités ici, on disait aux exciseuses de déposer les couteaux et puis on leur apportait de l'argent pour faire la boutique. Et on avait même construit des boutiques pour ces femmes et tout. Mais on appelait ça microcrédit. Microcrédit, on disait 100 000 francs, 200 000 francs, 300 000 francs au grand maximum et tout. Et l'autre, vous avez dû voir mon interview sur les réseaux sociaux, j'ai dit à l'Union africaine, à Addis Abeba, j'ai dit, mais pourquoi micro est réservé aux femmes et macro aux hommes? On dit aux femmes, le petit commerce de la femme, le petit marché, son petit. Pourquoi pas sa grande entreprise? Et ça, la révolution qu'il y a eu ici, c'est qu'au lieu des 50 000 que nous donnions, ou bien les 100 000 francs, ici on donne maintenant des milliards. Ce sont des milliards qu'on donne aux femmes dans les MUFA. Et ça, c'est une révolution. Mais alors, si les exciseuses veulent vraiment avoir de l'argent sans exciser, elles n'ont qu'à venir dans les MUFA. C'est aussi simple que ça. Ça peut combler. Docteur Maurice Sanda-Kouyaté avec nous dans Œil de Lynx. Alors, est-ce que vous organisez... Bonjour docteur, c'est un SMS de El Boubacar Teluel Diallo. Il demande, est-ce que vous organisez des campagnes de sensibilisation à l'endroit des jeunes filles pour qu'elles changent leur mode vestimentaire? Ensuite, en tant que musulman, est-ce que vous croyez en l'égalité homme-femme? Si oui, selon vous, pourquoi Dieu n'a pas envoyé un messager de genre féminin? Très bien. Alors, donc, on m'amène toujours sur la religion. Sur la religion. Très bien. Ça marche très bien. Les campagnes, les filles qui... pour qu'elles changent de mode de vestimentaire. Même ce qu'on a discuté là, tout dernièrement. Il y a un imam qui s'est mis au centre de tout ça, à Kenya, non? Oui, absolument, les violents, et la situation actuelle, oui. Il y a un imam qui s'est mis dans l'affaire de UFDG-RPG, là, n'est-ce pas? Tout à fait. Est-ce que ça, c'est le rôle de l'imam? Pas le rôle de l'imam, c'est la loi, c'est l'élection. Vous savez, la Guinée, nous avons une chance. Nous avons des érudits dans ce pays. Nous avons des grands érudits, des marabouts, des gens qui connaissent la loi islamique, qui connaissent le Coran, qui connaissent tout, qui donnent même... On a pris des savants d'ici, on les a amenés jusqu'au Maroc, on les a amenés jusqu'au Sénégal, pour dire à Mauritanie, pour enseigner aux autres ce qu'il faut faire. Mais malheureusement, il y en a de très mauvais aussi, qui veulent toujours ramener ces choses simples à la religion. Des choses simples à la religion. Mais les mutilations génitales féminines n'ont rien à voir avec la religion. Rien. On l'a dit 1000 fois. Personne ne peut vous amener le Coran. Là où c'est mentionné. Ça n'existe pas. Vraiment, ça n'existe pas. Maintenant, il pose une question très très simple. Pourquoi il n'y a pas eu de messager et femmes? Alors, cette question, si je réponds à ça, ça veut dire que je suis Dieu. Parce que c'est Dieu qui choisit les messagers. Si moi j'explique que Dieu a choisi tel, n'a pas choisi tel, je deviens Dieu. Je ne suis pas Dieu. Mais ce que je peux dire, c'est vrai que le messager... Je vais prendre les deux grandes religions que nous avons ici. Je ne suis pas spécialiste. Ce que je fais, je constate. Voilà mon constat. Mais le Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qui fait sa particularité? Sa particularité, c'est sa naissance immaculée. Immaculée. Il est né sans l'intervention d'un homme comme vous et moi. Mais à travers une femme. Mais tout le monde est d'accord que c'est une femme qui l'a mise au monde. Ça, ce n'est pas grandir la femme. Ce n'est pas une place pour la femme, ça, dans la religion. Parce que certaines parties de la christianité disent même que le Seigneur Jésus est Dieu. Bon, s'il est Dieu, donc la mère de Dieu, c'est Sainte Marie. Entre la mère et le fils, qui est plus puissant? C'est la mère, non?
Celle qui donne la vie. Donc la femme est importante là-bas. La deuxième chose, allons dans l'islam. Je ne suis pas spécialiste, je constate. Mais tout ce qui disent là, c'est moi, nous nous sommes battus pour l'islam, Serna tel, Serna Alia, Serna, tout le monde a fait ça. Ils ont fait, bien sûr, ils se sont battus à côté du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Mohammed. Mais qui est la première personne au monde qui a dit au prophète, je te crois, c'est vrai ce que tu as reçu, tu es le messager d'Allah, et je te souhaite, c'est Maman Khadija. Nana Khadija, oui. Donc, premier musulman, parce que le prophète, lui c'est l'islam, hein. Lui c'est l'islam, c'est nous qui sommes des musulmans. Le prophète c'est l'islam même. Il est plus grand que le musulman. Maintenant, le premier musulman est une musulmane. C'est sa femme. Alors, est-ce que ça, ce n'est pas une grande place dans la religion? Bon, maintenant, mode vestimentaire. Mode vestimentaire, mais ce n'est pas mon problème. Mode vestimentaire, c'est les parents. Si vous laissez sortir votre fille avec une partie du corps à l'extérieur, ça c'est la mauvaise éducation que vous lui donnez. Ça c'est la mauvaise. Ça c'est pas, ça n'a rien à voir avec chose. Mais l'État ne peut pas se mettre à dire pour dire vous, la culotte doit être de 5 cm ou de. Non, 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 non. Ce sont les parents d'abord qui doivent éduquer. Alors on ne peut pas démissionner dans l'éducation de son enfant et dire voilà, les gens s'habillent mal, font ceci, font cela. Écoutez, avant de nous en prendre à l'excision, avant de nous en prendre aux élections et tout, ce n'est pas la première place. La première place de ces érudits que nous avons, c'est de nous montrer la voie, messieurs. La voie du salut. Toutes ces élections et machins vont passer et nous nous retrouverons ou dans l'enfer ou dans le paradis. Donc ils sont les mieux placés. Ils sont au-dessus des élections, ils sont au-dessus de l'excision, ils sont au-dessus de tout ça. Il faut que les gens occupent cette place. C'est ça que nous voulons. Docteur Maurice Andakouyaté avec nous dans Aide de l'Infoubacre. Maki RG, bonjour monsieur l'invité. Je vous prie de me convaincre que l'interdiction des mutilations génitales féminines n'est pas une imposition de l'Occident aux pays moins développés. Ça, c'est sa première question. Deuxièmement, comment expliquez-vous que nos grands-mères qui ont vécu l'excision ont toujours eu plusieurs enfants sans aucune assistance, chose qui est impossible aujourd'hui? La mutilation génitale féminine, ce n'est pas en Occident, c'est en Afrique. Donc, c'est un problème que nous avons chez nous. Il ne faut pas qu'on rejette tout sur l'Occident. Les mutilations génitales féminines, c'est ici. C'est en Afrique ici et au Moyen-Orient, une partie du Moyen-Orient. Ce n'est pas en Occident. Il n'y a pas d'excision en France. Si vous faites de l'excision en France, on vous arrête. Si vous faites de l'excision aux États-Unis, on vous arrête. Ce n'est pas là-bas du tout. Donc, ils n'ont rien à apporter ici. Ils nous aident à protéger la santé des filles et des femmes. C'est tout. Ce n'est pas eux qui nous transportent. Ils nous ont amené le colonialisme et le néocolonialisme que je combats. Vous voyez tous mes discours dans le monde. Mais ça, ils ne l'ont pas apporté. C'est un phénomène que nous avons chez nous, qui se trouve en Afrique et une partie du Moyen-Orient, qui est nuisible à la santé de la fille et de la femme, et que nous devons combattre. Maintenant, il y a quelque chose, et ça me fait souvent mal. Quand un homme s'assoit et dit, oui, mais ma grand-mère, elle a été excisée, qu'est-ce qu'elle a eu? Qu'est-ce qu'il en sait, lui? Qu'est-ce qu'il en sait? Quand elle était en grossesse, ce qu'elle a eu comme douleur, ce qu'elle a eu comme difficulté, qu'est-ce que l'homme en sait? Celui qui dit qu'ils n'ont rien eu. Quand la femme va pour accoucher à la maternité, l'homme s'assoit sous le manguier, il cause, il dort, pendant que la femme est en train de souffrir. Qu'est-ce que lui, il en sait? Cette femme qui souffre là-bas, qui est même obligée de subir une épisiotomie. Épisiotomie, je ne peux pas le dire, parce que c'est un peu méchant, je ne peux pas le dire. Qui subit ça pour avoir sa fille. Une fois que l'enfant est venu, on n'explique pas à l'homme ce qui s'est passé à la maternité, à l'accouchement. Lui, il dit, ah, mais elle a accouché. Ceux qui ont raconté ces histoires, elle a accouché. Mais comment elle a accouché? Il ne le sait pas. Donc nos grand-mères n'ont pas accouché comme ça, innocemment. Celles qui ont été victimes de mutilations, elles ont souffert. Seulement, c'est un secret, on ne le dit pas souvent, on ne se confie pas. Et c'est quand la femme meurt
que tout le monde commence à dire ah c'est Dieu, c'est pas Dieu. Souvent c'est les mutilations génitales. Beaucoup de réactions par rapport à votre affirmation concernant le livre Mémoire collective que vous avez qualifié selon ce qu'ils l'ont dit de torche. Il y a Ibrahim Balaya qui dit il y a beaucoup de démagogie dans l'intervention de l'invité en ce qui concerne ce livre. Il doute si vous l'avez lu, on parle de violence politique maintenant, c'est trop facile de critiquer ce livre. Écrivons notre propre histoire, la nature a horreur du vide. C'est Ibrahim Balaya du Forum Civil qui est aussi un écrivain qui vous envoie cet SMS et il y a également beaucoup d'autres questions concernant donc ce livre Mémoire collective. Pourquoi, c'est Fité qui dit pourquoi vous avez une dent contre ce livre. Ça c'est Alpha Omar Fité de Mamou Nobé aussi qui ajoute cet SMS. Très bien, je vais vous dire une chose d'abord. D'abord, vous avez vu toutes ces histoires dont on a parlé là. Dialogue, accord, et M. Ba en parlait tout à l'heure à Kindia en disant moi, je suis de telle ethnie, ma femme est de telle. Est-ce qu'on a besoin de s'expliquer pour dire je suis de telle ethnie ou machin? On n'a pas besoin de ça. Moi, je vais me camper d'abord. Moi, je ne me campe pas en disant je suis de Kouroussa. Alors, ce que je vais leur dire d'abord, je suis victime du Kambouaro. S'ils ne le savent pas. Je suis victime du Kambouaro. Le premier fils de mon père est mort au Kambouaro, capitaine Sagban Kouyaté. Donc, je n'ai de leçons à apprendre de personne. Personne ne peut me donner de leçons là-dessus. Mon propre frère est mort au Kambouaro, capitaine Sagban Kouyaté. Fouillé. C'est mon frère. Je ne suis pas là-bas. Ce n'est pas... Quand cette discussion arrivera, je serai là pour discuter de ça. Je suis à un point donné. D'abord, j'ai écouté un communiqué il y a une semaine. J'ai failli pleurer. C'est le ministère de l'Éducation nationale qui fait un communiqué pour dire à partir de maintenant, nous avons l'honneur de vous informer que nous allons enseigner l'histoire de la Guinée dans les collèges et machin. Après 60 ans d'indépendance, c'est notre ministère qui fait un communiqué en disant maintenant nous allons mettre l'histoire de la Guinée dans les programmes. Donc, ce que je suis en train de dire simplement, la République de Guinée, les Guinéens, je ne dis pas tel, les Guinéens se sont mis ensemble pour dire non à la colonisation française. Donc, la France a été obligé de partir. Et quand on dit, moi je n'aime même pas dire la France, le gouvernement français de l'époque, parce qu'il ne faut pas mettre tout dans le même sac. Ce gouvernement a mis la Guinée sous scellé, nous a créé tous les problèmes, alors que c'est eux qui ont amené la proposition. Personne ne les a forcés. C'est eux qui sont venus, qui ont dit, vous voulez l'indépendance, vous voulez oui ou non? On a dit non. Et on a été puni. Maintenant, à cause de ça, on a tout balayé, on a créé tous les problèmes à notre pays et nous nous sommes retrouvés les uns contre les autres, suspicieux. Chacun pensait que l'autre était contre lui, contre son père et tout, et on s'est mis à se cogner ici. Et les résultats, tout le monde le sait. Aujourd'hui, on ne peut même pas faire des élections claires, simples. On ne peut même pas faire des élections que les autres ont fait en 48 heures en Côte d'Ivoire. On ne peut même pas les faire ici en 8 mois. Donc, moi, je suis victime du Kambouaro. Mais ce que je n'accepte pas, on ne peut pas venir ici enseigner les violences. Alors, si c'est une mémoire collective, chacun est libre d'être dans cette collectivité-là. Moi, je ne suis pas dans cette collectivité. Ma mémoire n'est pas dedans. Ma mémoire n'est pas dans la violence. Ma mémoire, c'est dans la paix. Ma mémoire, c'est dans la nation guinéenne. Ma mémoire, c'est dans la réconciliation. Ma mémoire, c'est dans l'entente. Ma mémoire, c'est dans le développement de ce pays. Il n'y a pas de démagogie. La démagogie qu'il y a ici, c'est pas moi. La démagogie qu'il y a ici, c'est faire semblant qu'on fait tout pour le pays alors qu'on ne fait rien. Aller s'asseoir entre les quatre murs, dire des choses alors qu'on sait pertinemment que ça ne fait pas avancer. Nous sommes en retard, monsieur. Pas de route. Heureusement qu'on a eu le courant. Il n'y avait pas de courant ici, il n'y avait rien. Mais c'est ça qui doit d'abord nous interpeller. Donc moi, je sais que c'est devenu presque impossible de parler dans ce pays. Quand vous dites bonjour, on vous dit ah, mais il est quelle heure? Il est 9 h, tu aurais dû me dire bonjour à 7 h. Personne ne peut dans
Là où moi je suis dans ces pays-là, quand on se voit tout, hi, how are you? You are okay? Et chacun est pressé. Vous Parce que êtes, chacun a une occupation. gentil, même si vous ne connaissez pas la personne, vous souriez. Ici, le matin, on commence à s'insulter. Tant qu'on restera barricadé dans ça, personne ne s'en sortira. Docteur Maurice Sanda Kouyaté, directeur exécutif du comité interafricain sur les pratiques affectant la femme et l'enfant avec nous dans de Lynx Aboubakra. Alors vous venez de dire le titre de docteur, vous êtes récipiendaire d'un récent prix pour vos efforts justement dans la lutte contre ces pratiques affectant la femme et l'enfant. Parlez-nous de ce prix. Oui, d'abord, comme je le dis toujours, ce prix-là, c'est peut-être pour ces deux jumelles qui m'ont fait venir à la lutte. C'est d'abord elles, les deux jumelles qui sont décédées à Tougué en 1983. Elles méritent ces prix plus que moi. J'ai eu beaucoup de prix, mais ce n'est pas pour moi. Ces prix sont pour ces jumelles. Ces prix sont pour les femmes de la Guinée. Des femmes de la Guinée qui ont cru en notre lutte. Les Madame Aguelo, Madame Tunkara, qui ont cru en cette lutte. Nous nous sommes organisés. Nous avons impliqué d'autres femmes de la Guinée. Le premier dépôt de couteaux à Kouroussa, le deuxième à Kerouane, troisième à Conakry, quatrième à Mamou, à Labé, à Dalaba, à Sinkuru. On a fait un dépôt spécial à Sinkuru, à Forekaria, à Kisidougou, à Xerekore. Ce sont ces femmes-là qui méritent ce prix. Moi, je n'ai été qu'un porte-parole. Alors, les deux prix que j'ai eu tout dernièrement, l'avant-dernier, c'est le prix de la réussite de la vie. C'est donné à des personnes qu'on considère qui ont dû faire quelque chose pour l'humanité. Je ne me sens pas avoir fait quelque chose d'exceptionnel. Je me suis simplement battu contre un phénomène qui est néfaste pour la santé des femmes et des filles. Et ce prix de la réussite de la vie est donné par l'ensemble des organisations de protection des droits des femmes. Et tout dernièrement, je vais aller le recevoir le 10 décembre, il y a une organisation, une grande organisation américaine qui s'appelle Vital Voice, dire comme ça, qui m'a donné un prix aussi. C'était un prix qui a déjà été donné à Joe Biden, le vice-président des États-Unis. Donc je me sens très honoré. Mais encore une fois, ce prix, ce n'est pas à moi. Ce prix, c'est à la Guinée. Et surtout, c'est aux femmes de la Guinée. Docteur Maurice Sanda Kouyaté, directeur exécutif du comité interafricain sur les pratiques affectant la santé de la femme, l'enfant avec nous dans de Lynx. On est au terme de cette émission. Le message habituel à tous ceux qui vous écoutent en ce moment. Alors, le message que je voudrais faire passer, est-ce que nous pouvons faire une pause dans le combat politique stérile et faire face au développement de... Est-ce que nous nous convainquons que nous sommes en retard? Donnons la chance. Nous venons d'avoir un nouveau gouvernement. Et à la tête de ce gouvernement, je l'ai dit tout à l'heure, il y a M. Katori Fofana, qui semble faire le consensus dans le milieu politique. Déjà. Donnons le temps à celui-ci, à ce gouvernement, et au président, pendant quelque temps, au moins de travailler pour nous. Pardon, pour qu'on travaille pour nous, pour que les routes, ils n'ont qu'à faire les routes, ils n'ont qu'à mettre le courant partout, et laissons les gens travailler, et sortons de ces invectives, sortons de ces combines politiques, sortons de ces dialogues stériles, de ce marché de dupes, où un petit groupe se retrouve pour faire des choses, et la population reste là, sans développement. Et mon message, prenons conscience, quand nous nous couchons, disons, est-ce que j'ai fait ce que j'ai fait là? Est-ce que c'est bien pour la Guinée? Est-ce que c'est bien pour mon pays? Si ce n'est pas bien, même contre votre camp, prenez le courage de dire non, moi j'ai choisi la Guinée. Et si on crée un cycle comme ça, notre pays va être le point noir dans la sous-région. Et là, nous serons responsables négativement dans l'histoire. Alors j'interpelle tous les bords politiques pour qu'il y ait, le respect strict, absolu des lois. Un point entre, on n'a besoin que de ça. Deuxièmement, qu'on laisse les gens travailler. Le jour où l'opposition viendra au pouvoir, la laisser travailler. C'est ça.
Donc, laissons ceux qui sont au pouvoir travailler. Travailler. Ils n'ont qu'à eux aussi sortir des combines. Ils n'ont qu'à travailler parce que le bilan sera demandé au bout du compte. Voilà mon message à la Guinée. Il est temps que l'on se compare à la Côte d'Ivoire, pas à la France. Il est temps qu'on se compare à la Sierra Leone. La Sierra Leone a fait les élections législatives, les élections présidentielles en une semaine, tout était fini. Le Libéria a fait en une semaine, tout était fini. La Côte d'Ivoire vient de le faire. En 48 heures, tout est terminé. 2 élections, communales et régionales, tout est terminé. Et nous sommes quoi? Quelle est la malédiction qui nous poursuit? Alors sortons de ces combines-là. Faisons la loi. Appliquons la loi. Suivons la loi. Si on suit la loi, moi je suis comblé parce qu'on mettra en prison ceux qui vont exciser les filles. On mettra en prison ceux qui vont marier les jeunes filles à 17 ans. C'est ça mon message pour la Guinée. Eh bien, faisons une pause dans le combat politique stérile pour faire face au développement de la Guinée. Sortons de ce marché de dupes pour donner le temps au nouveau gouvernement afin qu'il travaille pour l'amélioration de nos conditions de vie. Quand nous nous couchons, demandons-nous si nous avons bien travaillé pour ce pays. Il est temps que la Guinée se compare à ses voisins. Voilà le message de Dr Maurice Anda Kouyaté, directeur exécutif du comité interafricain sur les pratiques affectant la santé de la femme et de l'enfant que nous avons reçu ce matin dans Œil de Lynx. La technique a été assurée par Mamadou Touré, Fatoumata Oy Balde, réalisation Tcherno Alpha Ibrahima Balde, Aboubakr Zokaba à l'animation. Vous voulez être